Ouais, alors, je vais vous parler essentiellement de la loi d'avenir agricole et de la partie qui concerne le foncier et un petit peu l'accès au métier. Alors, donc, où est-ce qu'on en est par rapport à cette loi? Elle a été votée par l'Assemblée nationale une fois. Elle vient de finir la première lecture au Sénat, donc va le voir repasser à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et après, je ne sais pas, sans doute en commission mixte paritaire, des décrets d'application en 2015 et des fins d'application en 2016, quelque chose comme ça, puisque certaines dispositions, en particulier la SAFER, ils auront un certain temps pour se mettre en conformité. Donc, trois outils de la protection de la politique foncière, trois outils de la politique foncière qu'on retrouve dans la loi. Donc c'est le statut de fermage, j'ai mis avec les zones, donc la protection des zones, la protection du foncier dedans par le paysan avec l'intervention éventuelle de la SAFER par la préemption, et l'obligation de se conformer à une politique des structures, donc le contrôle des structures, celui qu'on appelait dans le temps cumul. Voilà, donc c'est essentiellement autour de ça que je vais intervenir. Alors, je ne sais pas, on m'a dit un quart d'heure, je tiendrai un quart d'heure, après, je ne sais pas les questions, comme on m'avait prévu à la fin. C'est comme ça, puis... Alors, ces trois points-là, vous savez, il y a de temps en temps des changements de majorité, et quand il y a des changements de majorité, on voit bien aussi des nuances qui se passent au contrôle des structures. Chaque fois qu'on a une majorité de droite, on a souvent un assouplissement du contrôle des structures. C'est ce qui s'est passé en 2006, quand Bussereau était ministre de l'Agriculture. Il a modifié la loi sur deux points bien précis au niveau du contrôle des structures. C'est d'abord la fin du contrôle des montages sociétaires et les biens de famille. Ça veut dire qu'on a considéré que tout ce qui passait par les mouvements sociétaires en 2006 n'était plus soumis à autorisation, quelle que soit la superficie en cause. Et c'est là qu'on a vu fleurir toutes les techniques sociétaires qu'on connaît aujourd'hui. Chaque fois qu'on veut s'agrandir et qu'on sait qu'on va être bloqué par le contrôle des structures, on fait une société. Donc c'est relativement classique. Hein. Ça s'est fait, enfin, c'est depuis 2006 que c'est permis. Et l'autre grande libéralisation qu'avait amené Bussereau en 2006, c'était l'absence de contrôle sur les biens de famille jusqu'à un certain degré. Donc, on attendait de la loi d'un gouvernement de gauche qu'il reprenne en main, qu'il colmate les fuites ou les possibilités de dérive qu'il y avait dans le contrôle des structures pour aller vers quelque chose de plus strict au niveau des structures qui permettent éventuellement de pouvoir privilégier l'installation par rapport à l'agrandissement. D'accord ? Parce que c'est toujours l'éternel problème, c'est qu'on a du mal à installer quelqu'un ou à inciter un propriétaire à louer à quelqu'un qui n'est pas connu par rapport à un voisin qui veut s'agrandir et qui est connu. Voilà. Deuxième point, donc, c'est le statut du fermage. Alors, le statut du fermage, c'est quelque chose qui est très vieux, tout est relatif, hein, ça date d'après la guerre, et qu'on peut qualifier de très très protecteur pour le preneur, pour le fermier. Et dans une société relativement libérale et capitalistique, on peut considérer que le statut du fermage tel qu'il est aujourd'hui est une atteinte à la propriété. Hein, parce que quelque part, le statut du fermage, c'est de 9 ans en 9 ans, c'est très très compliqué pour reprendre le bien quand on l'a loué. C'est pas de la propriété, mais c'est pas tout à fait de la location de courte durée. Quoi, hein, je veux dire, on assimile le fermage à presque un acte de disposition. Hein, c'est quelque chose qui, quand même, il faut le reconnaître, même si nous soutenons plutôt les fermiers, c'est quelque chose qui est très très favorable aux fermiers. Et on voit régulièrement la propriété foncière, et même des gens qui défendent la propriété privée, dire il n'est pas normal que le statut du fermage soit autant protecteur. D'accord ? Donc, régulièrement, ce débat-là, il sort. Bon, jusqu'à maintenant, les majorités de droite n'ont pas trop osé toucher au statut du fermage. On verra bien si ça continue ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le mouvement de balancier, où on n'attend pas autant de choses
quand on a un changement de majorité par rapport au statut du fermage, parce qu'on a aussi un statut qui est très protecteur pour le fermier, il faut le reconnaître. Et le troisième intervenant là, qui est sur ce que vous avez à l'écran, donc c'est sur l'action des SAFER. Alors les SAFER, mon voisin il reviendra sans doute dessus, ils sont dotés d'un pouvoir assez extraordinaire, hein, puisqu'il est attentatoire au droit de propriété. Le droit de la propriété, c'est un droit constitutionnel en France, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut y toucher que pour l'exproprier l'utilité publique et encore, hein, avec des précautions. La SAFER a le droit de dire poussez-vous de là, c'est moi qui achète pour aménager, installer, etc. etc. Et ce droit qui est relativement exorbitant en France, il peut être menacé à l'occasion de renversements ou de nouvelles majorités, puisqu'on considère effectivement que c'est une atteinte à la liberté de propriété. Hein? Ça, c'est pour la théorie. Voilà. Et après, ce que j'ai mis là, donc, c'est actuellement ce qu'on constate, qui est une approche du foncier qui est beaucoup plus globale à l'échelle d'une commune, d'une communauté ou d'un pays, c'est combien on perd tous les ans d'hectares au profit d'autres usages. Autrement dit, on perd régulièrement des terrains qui sont bétonnés. Tu as parlé de Notre-Dame-des-Landes, c'est des jeux de route, c'est le TGV, etc. etc. C'est une usine, c'est toujours en s'agrandissant. Voilà. Donc là, on a autour du foncier les problématiques qui se posaient par rapport aux gens qui font une loi, sachant que on peut considérer qu'il n'y aura pas d'autres lois agricoles pendant tout le quinquennat. Je veux dire, on est à peu près au milieu. Tout ce qui est agricole et qui n'est pas dans cette loi, il y a très peu de chances qu'on le retrouve. D'accord? Donc, c'est le moment idéal pour passer des choses, et donc c'est là qu'on attendait de voir qu'est-ce que c'est qu'on va retrouver ou pas par rapport à la problématique foncière. Hein? Voilà. Donc le projet de Lacan, c'était renforcer le contrôle des structures, le statut du fermage, les SAFER et l'accès aux métiers. Voilà. Alors, ce que contient la loi sur le contrôle des structures. Donc je vous ai dit que tous les contrôles sociétaires tous les mouvements sociétaires n'étaient plus contrôlés, et tous les biens de famille passaient aussi à côté du contrôle. Donc on attendait du contrôle des structures, qui est un retour sur la loi Bussereau, en particulier sur le montage sociétaire. Alors, je dis bien que la loi n'est pas finie aujourd'hui, on a un retour, mais qui n'est pas le retour qu'on attendait. Hein, je veux dire que on pense que, c'est écrit dans la loi, mais c'est pas aussi net que c'était avant que Bussereau le supprime, pardon. C'est que tous les mouvements sociétaires seront sans doute contrôlés, mais avec des nuances qui sont aujourd'hui difficiles à apprécier. Hein. Ce qui est sûr, c'est que la loi prévoit un retour sur le contrôle des mouvements sociétaires dans le contrôle des structures, suivant une procédure qui ne sera pas la même qu'avant, qui sera sans doute un peu plus compliquée. D'accord? Alors, parmi le contrôle sociétaire, il va y avoir un rôle qui sera un rôle pivot, c'est celui de la SAFER. Désormais, la SAFER devrait bénéficier d'une information sur les mouvements sociétaires, et la SAFER devrait en informer la DDT, l'administration, qui elle appréciera ou pas si ça sera soumis ou pas à autorisation. Voilà. De la même manière, on aura une possibilité pour le préfet de contrôler a posteriori les mouvements internes à la société. Parce que bon, je pense que les techniques, vous en avez entendu parler, vous les connaissez. Quand on veut attraper une exploitation et qu'on sait qu'on n'aura pas l'autorisation d'exploiter parce qu'on n'est pas propriétaire, on fait une société avec la personne en question, et petit à petit, on prend la majorité de la société, le tour il est joué. On dit que là, ce qui est prévu, c'est qu'on puisse éventuellement regarder ce qui se passe après, pour pouvoir intervenir et dire, là, vous avez affaire à un contournement. Voilà. Et ce que nous, on regrette dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas le mouvement, enfin, on n'a pas le contrôle qu'on pouvait avoir
avant, là-dessus. Alors, on nous a dit que c'était inconstitutionnel. Bon, on verra bien là-dessus ce que ça donnera. Hein. Alors, sur le bien des familles, il y aura demande d'autorisation au-dessus d'un seuil, voilà, qui sera à fixer par le département entre, c'est encore comme le cas aujourd'hui, entre un maximum et un minimum. Les autres nouveautés du contrôle des structures, c'est qu'on va passer d'un schéma départemental à un schéma régional, avec possibilité de définir ce SDDS à un niveau de petite région. Voilà, donc on va sortir, fini la SMI, on va passer à une surface moyenne de type régional. Et ce qui est nouveau, et je ne sais pas si ça va rester, c'est que ce qu'on réclamait, nous, en tous les cas, c'est que les opérations SAFER qui actuellement bénéficient d'un système dérogatoire par rapport au contrôle des structures soient réintégrées dans le cas général. En fait, ce qui est sorti après la première lecture du Sénat, c'est que les opérations SAFER, pour les opérations SAFER, l'accord du commissaire du gouvernement vaudra autorisation d'exploiter. Ça veut dire que dans ce cas-là, il y aurait court-circuitage de la CDO. Voilà. Alors, je dis bien, c'est dans l'état actuel du projet, tel qu'il est en première lecture au Sénat, et quand on lit les débats, on voit bien qu'il y a encore des choses qui ne sont pas figées. D'accord? Donc c'est le cas aujourd'hui là-dessus. Voilà. Ensuite, sur la SAFER proprement dite. Alors là, on a vu la SAFER contrôle les structures qui bénéficie d'une particularité, c'est que ces opérations ne sont pas soumises au même seuil que le reste des mortels dans le SDDS, et après donc sur les actions des SAFER. Donc, au-delà du fait que la SAFER était contestée de toutes parts par ceux qui trouvaient que c'était exorbitant en droit, et aussi ceux qui voulaient les intégrer à des établissements publics fonciers qui pouvaient être portés par les régions, la volonté du ministère est très claire là-dessus, c'est de rester sur les SAFER avec leur droit de préemption. Par contre, elles vont avoir des obligations, c'est en particulier en matière de pluralisme, ça veut dire que désormais, dans les conseils d'administration, même sans être porteur de part, il y aura 3 collèges, et dans un collège, il y aura les OPA, il y aura obligation d'y mettre ceux qui sont des syndicats représentatifs, entre parenthèses, parce que ce n'est pas tout à fait le terme, à l'échelon départemental ou régional, parce qu'il est fort possible qu'on demande aux SAFER d'épouser les formes régionales. Sur la transparence, elles gardent toujours leur mission de faire la transparence sur le marché foncier, mais il n'y a pas d'obligation dans la loi de transmettre tout ce qui est information des notaires. Et ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être harmonisé au niveau des SAFER. Il y en a certaines qui donnent à tous les syndicats une copie avec les données personnelles en moins de tout ce qui se vend partout, ce qui remplissent leur rôle de publicité de transparence foncière. Et il y a encore des SAFER qui ne le font pas. D'accord? Ensuite, il y aura quelques modifications au niveau des priorités d'attribution. C'est toujours l'esprit des priorités du contrôle des structures, mais ce n'est pas tout à fait ça quand même non plus. Autrement dit, la SAFER n'aura pas à obéir strictement à les priorités du contrôle des structures, mais quelque chose qui va un peu dans cet esprit-là. Et ce qui est pour nous un manque, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la SAFER est dotée d'un droit, je l'ai dit et je le répète, relativement exorbitant, c'est le droit de préemption. Elle n'achète pas pour elle-même, elle achète pour rétrocéder, elle a une mission d'aménagement ou d'installation, les deux en même temps bien très net, mais au jour d'aujourd'hui, le contrôle du juge n'est qu'un contrôle sur la régularité. Ce qui me paraît moins évident, juriste de la Confédération, mais même juriste tout court, sans rentrer dans des polémiques, c'est qu'il me semble que par rapport à la mission de service public, à mon avis, qu'à la SAFER,
limiter l'action du juge uniquement à la régularité, pour moi, c'est une anomalie en droit. Je vais essayer d'expliquer davantage ce qu'est la régularité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un juge peut dire « J'annule votre rétrocession s'affaire parce qu'elle ne me paraît pas régulière. Par contre, moi, juge, je ne peux pas vous imposer le rétrocessionnaire. » Ça veut dire que si le juge annule une rétrocession, la SAFER pourra recommencer à donner à la même personne, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'en doute que les concurrents se découragent. Donc ce qui nous semblait, à nous en tous les cas, Confédération, aller de pair avec la mission confortée de la SAFER, qui est presque une mission de service public, c'est un pouvoir accru du juge sur tout le déroulement de la SAFER. Voilà. Je dis bien que c'est sans polémique. Hein. C'est quelque chose qui, en droit, me paraît logique. Je l'ai dit au président national de la SAFER à une réunion quand on préparait la loi. Voilà. Et enfin, sur le statut du fermage. Donc le statut du fermage, c'est quelque chose qui est, je le dis, souvent décrié, très protecteur, et à cause de ça décrié. Donc là, ce qui est intervenu, ce qui pouvait intervenir dans ce cadre-là, ce sont des baux à clause environnementale. Ce n'est pas un bail environnemental, parce que pour moi, un bail environnemental, ça n'existe pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les clauses environnementales dans les baux ruraux, il n'y a qu'un certain nombre de personnes qui pouvaient les imposer. La loi avait prévu la possibilité pour tout propriétaire de pouvoir intégrer des clauses environnementales. C'était passé comme ça à l'Assemblée nationale et au Sénat, et il semble que c'est vers ça qu'on va aller. C'est les clauses environnementales dans les baux ou dans les baux renouvelés ne pourront être imposées que pour le maintien d'installations ou de pratiques existantes. Il est très certainement, il est probable que la loi en restera là. Ça veut dire qu'on n'ira certainement pas vers la possibilité pour tout propriétaire d'imposer des clauses environnementales dans les baux ruraux. C'est une possibilité qu'avait actuellement Terre de Liens, qui les faisait des fois, même avant qu'elle puisse les faire, mais c'est une possibilité qu'a certaines personnes, uniquement certaines personnes au jour d'aujourd'hui. Et donc, on sent bien que le sens de l'histoire, c'est d'aller vers ça, mais il y a eu un compromis, et la Confédération au niveau national était quand même contre ça, parce que c'était bien évidemment attentatoire à la liberté d'entreprendre. On appelle ça la liberté de jouissance du preneur. Et c'est bien ça, c'est le preneur, il a des terres, il fait ce qu'il veut dessus. Voilà. Hein. Alors, sur la partie préservation des sols agricoles, donc il y avait déjà une commission dans laquelle vous devez siéger, qui est la CDCEA, je crois, et qui va devenir la commission départementale de protection, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ce qu'on attendait, nous, là-dessus, c'est que, aux différents niveaux où on est, autrement dit SCOT, PLU, etc., il y ait des avis contraignants. En fait, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un avis contraignant. C'est quand le préfet, quand ceux qui siègent en CDOA vous donnez un avis sur le dossier, et le préfet, il fait ce qu'il veut derrière. Ça, c'est un avis simple. Un avis conforme ou un avis contraignant, il y a une commission qui donne un avis, l'autorité administrative derrière est obligée de suivre l'avis. D'accord? Donc là, on a des commissions où vont siéger un certain nombre de personnes qui vont donner des avis sur la réduction du foncier agricole au profit d'autres utilisations, style de construction, etc. Mais ça va être que des avis simples, sauf quand sera concernée une zone où il y a une appellation d'origine, enfin une appellation de qualité. D'accord? Tout le reste, ça sera que des avis simples. On a bataillé là-dessus et on n'a pas réussi à obtenir des avis contraignants. C'est vrai que c'est pas simple parce que moi je me souviens, enfin, ça ressemble un peu à ce qui se passe sur les commissions, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, la commission d'urbanisme commercial, où on voit régulièrement des gens qui se font acheter leur vote
par les grandes surfaces en particulier. Ce genre d'avis contraignant est très très difficile, enfin ça peut être pareil sur les commissions gravières, je ne sais pas si vous en avez beaucoup ici, moi je viens d'un département où il y en avait beaucoup, chaque fois qu'il y avait des avis sur les gravières, on pouvait soupçonner quelques conflits d'intérêts. Et moi je me souviens dans mon département où on a pris la main dans le sac, le représentant des commerçants, des petits commerçants qui se faisaient acheter par la grande surface pour donner un avis sur l'extension des grandes surfaces. Ces avis contraignants sont très très compliqués à gérer à cause des risques de conflit d'intérêts, bien entendu.